Quand j'ai été hospitalisée d'urgence pour la nuit, mes parents ont refusé de garder ma fille de 5 ans en disant « Elle est épuisante. Ce n'est pas notre problème. » Puis, ils sont partis en vacances avec les enfants de ma sœur, laissant ma petite Léa seule à la maison toute la nuit. Le lendemain matin, ma tante est venue me voir. Elle a écouté en silence, puis a passé un seul coup de téléphone. 2 heures plus tard, mes parents rentraient en catastrophe, la suppliant de ne pas mettre sa menace à exécution. J'avais été emmenée aux urgences avec une péritonite et 39 de fièvre. Quand l'infirmière m'a demandé qui allait s'occuper de ma fille, j'ai répondu avec assurance que mes parents étaient en route. Je n'aurais pas dû être si confiante. Ma fille Léa a 5 ans. Elle est bavarde, un peu bruyante parfois, et pose des questions sans arrêt. Sa façon à elle de décompresser, c'est de chanter en boucle les chansons d'Encanto jusqu'à ce qu'on la supplie d'arrêter. Mais elle est adorable. Elle fait des câlins aux gens qu'elle aime et appelle les pissenlits des fleurs à vœux. C'est juste une petite fille qui avait besoin que quelqu'un soit là pour elle la seule nuit où je ne pouvais pas l'être. Ce soir-là, ma mère m'a appelée alors que j'étais encore en salle de soins. J'avais mis le haut-parleur pendant que l'infirmière vérifiait mes constantes, et ma mère a commencé à parler avant même que je puisse dire un mot. Elle m'a dit, on a décidé qu'on partait quand même à la maison de campagne avec ta sœur. On l'a promis à ses enfants, et tu sais à quel point ils attendent ces vacances à Annecy. J'ai demandé, et pour Léa? Elle a répondu, elle est fatigante. Ce n'est pas notre problème ce soir. J'ai cru que j'hallucinais à cause de la fièvre. Elle n'a même pas demandé ce qui m'arrivait. Elle n'a pas demandé où était Léa ni si elle allait bien. Puis elle a raccroché. J'ai rappelé. Pas de réponse. J'ai appelé mon père. Je suis tombée directement sur sa messagerie. Puis j'ai reçu un SMS, on va être dans une zone sans réseau pendant un moment. S'il te plaît, ne sois pas mélodramatique. Léa était seule à la maison. Il me restait peut-être 20 minutes avant qu'on m'emmène au bloc pour l'opération. Et personne, absolument personne ne venait pour elle. J'ai essayé 2 voisins. L'un travaillait de nuit, l'autre n'a pas décroché. Mes mains tremblaient en envoyant un message à Léa, qui a répondu tout de suite, « Tu reviens bientôt maman ?» C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. J'ai appelé ma tante Sylvie, la petite sœur de mon père, la seule personne de ma famille qui me traitait encore comme un être humain. Elle habite à 2 heures de route et déteste conduire la nuit. Mais quand elle a décroché, je n'ai même pas dit bonjour. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté, est restée silencieuse quelques secondes, puis a dit calmement, « J'arrive demain matin. Concentre-toi sur ton opération. Je m'occupe du reste. » Il y avait quelque chose de définitif dans sa voix. Je suis restée éveillée aussi longtemps que possible. J'ai envoyé des messages à Léa sans arrêt pour lui tenir compagnie à travers l'écran, je lui ai dit de bien verrouiller la porte, de ne pas ouvrir à qui que ce soit et de rester sur le lit avec sa tablette jusqu'à ce que je lui réécrive. Je voulais qu'elle sente que j'étais là, même si ce n'était pas le cas. À 21h41, elle a cessé de répondre. J'ai supposé qu'elle s'était endormie. Je suis restée éveillée jusqu'à ce qu'on m'endorme pour l'opération. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, ma tante était déjà là. Elle avait apporté du café, un chargeur de téléphone et elle avait une expression que je ne lui avais jamais vue. Calme, mais redoutable. Je lui ai tout raconté à nouveau, même si elle savait déjà tout. Elle ne m'a pas interrompue, elle a juste hoché la tête lentement. Puis elle est sortie dans le couloir et a passé un appel. Elle n'est pas restée longtemps. Quand elle est revenue, je lui ai demandé ce qu'elle avait dit. Elle a simplement répondu, « Ils sont en route. Ils seront là dans 2 heures. » Je pensais qu'elle voulait dire que mes parents venaient s'excuser. 2 heures plus tard, mes parents arrivaient en trombe depuis leur lieu de vacances, en plein état de panique. Pas pour moi, pas pour Léa, mais parce qu'ils venaient d'apprendre ce que ma tante Sylvie avait fait, et ils la suppliaient de ne pas aller jusqu'au bout. J'ai appris plus tard que ma tante n'avait pas crié pendant l'appel. Elle n'avait pas menacé. Elle n'avait pas discuté. Elle leur avait juste dit ce qu'elle avait fait. Elle avait appelé un avocat. Pas n'importe lequel,
celui qui l'avait aidé à restructurer son entreprise il y a 3 ans quand elle en avait vendu une partie pour une somme que personne dans la famille n'aurait imaginée. Elle ne s'en était jamais vantée, elle avait juste construit sa vie tranquillement pendant que les autres étaient trop occupés à juger la mienne. Mais ce matin-là, elle a utilisé ses ressources comme un scalpel. Elle leur a dit qu'elle avait déjà déposé un signalement d'urgence pour délaissement de mineurs auprès de l'aide sociale à l'enfance avec l'aide de son avocat. Elle leur a dit qu'elle avait transmis les captures d'écran de mes messages, le message horodaté de Léa et mon dossier d'admission à l'hôpital. Elle leur a dit qu'elle les avait nommés tous les deux dans le signalement comme étant les derniers tuteurs légaux contactés avant que ma fille ne soit laissée seule toute la nuit. Mon père a essayé de dire que c'était un malentendu. Ma mère pleurait, mais ils savaient exactement ce qu'ils avaient fait. Ils pensaient que je les couvrirais, que j'aurais trop honte pour faire du bruit. Ils n'avaient pas prévu l'intervention de Sylvie. Pendant qu'ils fonçaient sur l'autoroute pour essayer de joindre ma tante, celle-ci était assise à côté de moi à l'hôpital, ouvrant un paquet de biscuits comme si nous regardions un film. Elle m'a dit, « Je vais demander une garde temporaire pour Léa aujourd'hui. Une fois que ce sera lancé, tu pourras souffler. Ils n'auront plus leur mot à dire sur ce qui lui arrive. » Je ne savais même pas quoi dire. Je n'avais jamais vu personne faire une chose pareille pour moi dans cette famille. Au moment où mes parents sont arrivés, rouge de colère et de panique, Léa était déjà en sécurité chez ma tante. Une amie de Sylvie était allée la chercher le matin même et lui avait apporté un petit déjeuner, des jouets et un chaton nommé Milo pour jouer. Elle allait bien, même très bien, et elle n'avait toujours pas demandé de nouvelles de mes parents. Ils ont fait irruption dans ma chambre. Mon père a demandé si c'était une plaisanterie. Ma mère a demandé comment je pouvais laisser quelqu'un laver notre linge sale en public de la sorte. Il semblait plus embarrassé que préoccupé. Puis ma sœur a appelé mon téléphone 5 fois de suite et j'ai fini par décrocher. Elle m'a dit que j'étais en train de tout détruire et que ses enfants pleuraient parce que les vacances étaient écourtées. Elle a dit, « Tu te rends compte du chaos que tu provoques pour nous tous ?» J'ai passé le téléphone à ma tante. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle a juste écouté, puis a dit calmement, « Je vous ai tous laissé suffisamment de place pour arranger les choses. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, vous allez devoir regagner votre place. » Et elle a raccroché. Mes parents ont tenté une dernière chose. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient de moi pendant ma convalescence si j'acceptais de dire à l'avocat d'arrêter tout. Sylvie leur a répondu que j'avais déjà signé les papiers faisant d'elle ma personne de confiance médicale jusqu'à ma sortie et qu'ils pouvaient s'en aller. Ils sont partis. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Parce que ma tante n'était pas seulement en colère. Elle préparait quelque chose. Et quoi que ce soit, cela allait changer toute la famille. J'ai passé les 2 jours suivants à me remettre, surtout en silence, avec quelques visites d'infirmières et des messages de Sylvie. Léa allait merveilleusement bien. Elle dormait dans un grand lit d'amis avec le chaton blotti contre elle, mangeait des crêpes au petit déjeuner et appelait déjà la maison de ma tante, la maison du bonheur. Pendant ce temps, mes parents restaient silencieux. Je supposais qu'ils se regroupaient, essayant probablement de calculer l'ampleur des dégâts, de savoir si les services sociaux allaient débarquer et ce que les voisins pourraient découvrir. Je m'attendais à de la culpabilité. Je m'attendais à de fausses excuses. Je ne m'attendais pas à ce que Sylvie me dise ensuite. Elle est revenue le 3e matin avec un dossier et un regard qui signifiait qu'elle passait aux choses sérieuses. Elle s'est assise près de mon lit et a dit, « Il y a quelque chose que tu dois voir. » À l'intérieur du dossier se trouvait une copie de son testament révisé. Le sien. Elle l'avait discrètement mis à jour le lendemain de son appel téléphonique. Et dedans, elle avait totalement écarté mes parents et ma sœur. Tout, sa maison, ses parts dans l'entreprise, ses économies, étaient désormais destinées à Léa. Pas à moi, à Léa. Et s'il m'arrivait quelque chose, Sylvie s'était désignée comme tutrice légale et administratrice des biens de Léa. Elle l'avait déjà fait acter par son notaire. J'étais stupéfaite. Pas parce que je voulais son argent. Je n'en voulais pas. Mais parce que je n'avais jamais vu personne couper les ponts avec mes parents de façon aussi nette, aussi chirurgicale, et sans un seul éclat de voix dramatique. Elle ne les punissait pas émotionnellement, elle les frappait là où ça faisait mal.
Elle a sorti une autre feuille de papier. C'était une liste, des noms, des dates et des points précis. J'ai demandé ce que c'était. Elle a répondu que c'était chaque incident au cours des 10 dernières années où mes parents m'avaient laissé tomber. Chaque fois que j'avais été dans la galère et qu'ils m'avaient soit ignoré, soit enfoncé, les sorties d'école manquées, les anniversaires oubliés, la fois où j'ai perdu mon emploi et demandé à revenir un mois chez eux. Et où ils m'ont dit que je donnerais le mauvais exemple aux enfants de ma sœur. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un d'autre tenait les comptes. Sylvie avait même imprimé d'anciens SMS, dont j'ignorais l'existence, où mes parents m'appelaient « une erreur qui continue de faire des erreurs ». Elle ne se contentait pas de les affronter maintenant, elle les observait depuis longtemps. Vers midi, ce jour-là, mes parents ont recommencé à harceler son téléphone. Cette fois, ma sœur était aussi de la partie, suppliant de parler, voulant se voir, disant qu'il ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Et puis est venue la plus grande surprise de toutes. Sylvie a accepté. Elle leur a dit qu'elle s'occuperait de moi pendant ma convalescence, et que pendant ce temps, ils allaient prouver qu'ils étaient capables d'être de vrais parents, pas seulement pour moi, mais pour Léa. Elle a fixé des règles strictes, visites quotidiennes, courses à faire, 0 plainte, aucun commentaire passif-agressif, et surtout, du respect. Ils ont tout accepté. Je n'arrivais pas à y croire. Les mêmes personnes qui avaient abandonné leur petite fille de 5 ans pour partir en week-end à Annecy acceptaient maintenant de devenir nos assistants à plein temps pendant que j'étais allongée dans mon lit à regarder des émissions de télé bas de gamme et à manger de la gelée d'hôpital. Et cela aurait pu être un rebondissement suffisant. Mais Sylvie ne leur avait pas encore parlé du deuxième avocat. Au moment où j'ai été assez stable pour me déplacer avec de l'aide, mes parents s'étaient transformés en version d'eux-mêmes les plus serviables et étrangement joyeuses que j'ai jamais vues. Ma mère arrivait à l'hôpital avec des fruits frais et la couverture préférée de Léa. Mon père proposait de récurer ma salle de bain et même de réparer la charnière de porte cassée qu'il avait ignorée pendant 1 an quand je vivais chez eux. Je n'y croyais pas une seconde. Sylvie non plus, mais elle les laissait jouer à la famille parfaite. Donne assez de cordes aux gens, ils finiront par grimper ou par se pendre avec, m'a-t-elle dit un jour. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. J'étais trop fatiguée. Et honnêtement, je me fichais de ce qu'ils faisaient. J'avais Léa en sécurité, Sylvie à mes côtés, et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de ne plus me battre seule. Mais le 5e jour de ma convalescence, Sylvie m'a montré l'autre dossier. Autre avocat, autre plan. Elle avait préparé un accord juridiquement contraignant. Si mes parents et ma sœur voulaient rester dans son testament ou même dans sa vie, ils devaient signer un contrat de responsabilité familiale à long terme. Ce n'était pas une blague, pas un coup de bluff, mais un véritable accord juridique avec des conséquences définies. En échange de leur maintien dans le testament, ils devaient fournir un nombre défini d'heures de garde d'enfants chaque semaine sans rémunération, assister à une séance de thérapie familiale par mois tous ensemble. Avoir l'interdiction légale d'interférer dans toute décision future concernant l'éducation, la scolarité ou les besoins médicaux de Léa, et accepter que s'il manquait une seule obligation sans motif valable, le testament deviendrait caduc pour eux de manière permanente. Sylvie a même proposé d'adoucir le marché. Elle a promis de les aider avec leurs dettes, leurs projets futurs, et même l'entreprise en difficulté de ma sœur, mais seulement après 6 mois de comportement exemplaire constant. Ils étaient sidérés quand elle a tout exposé dans le cabinet de son avocat. Au début, ils ont cru à un bluff élaboré. Ma mère a ricané. Ma sœur a refusé net. Sylvie a juste dit, « Très bien. Nous avancerons sans vous. » Mon père est resté assis en silence pendant un long moment, puis a fini par demander s'il y avait une marge de négociation. La seule réponse de Sylvie a été, « Tu as de la chance d'avoir encore une place à cette table. » Ils ont signé, pas parce qu'ils s'en souciaient, mais parce qu'ils ont vu ce qu'ils étaient en train de perdre. Et pour la première fois, quelqu'un était prêt à tout leur retirer. Ce soir-là, Sylvie a ramené Léa à l'hôpital pour me voir. Elle est entrée en courant dans la chambre comme si on ne s'était pas vu depuis des mois. Elle m'a tout raconté sur Milo le chaton, comment tante Sylvie la laissait choisir l'heure du coucher, et comment elle mangeait des céréales en cachette le soir en jouant à cache-cache avec des lampes de poche dans le couloir. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais.
Elle a grimpé sur le lit d'hôpital à côté de moi et a chuchoté, « Je ne veux pas retourner chez mamie. Est-ce qu'on peut rester chez tante Sylvie pour toujours ?» Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pu. J'ai juste hoché la tête et embrassé son front. Parce qu'en ce qui me concernait, c'était ça, notre maison maintenant. Mais le plus choquant, c'est que mes parents n'ont pas discuté. Ils nous y ont conduites le lendemain. C'était surréaliste de franchir la porte d'entrée de ma tante et de voir mes parents enlever leurs chaussures comme des invités, et non comme les gens qui me traitaient autrefois comme un fardeau sous leur propre toit. Sylvie leur a remis un emploi du temps imprimé dès notre arrivée, avec des codes couleurs, étiquetés par tâches et responsabilités. Ma mère l'a regardé comme si on venait de lui signifier une peine de prison. Mon père a laissé échapper un petit rire nerveux et a demandé « Est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» Sylvie a juste pointé du doigt le bas de la page où elle avait écrit en gras « Une seule tâche manquée égale retrait de l'accord. » Aucune exception. Ils ont hoché la tête. Pas d'argument, pas de résistance, juste un accord silencieux et malaisé. Et c'est ainsi que tout a commencé. Chaque matin pendant les semaines suivantes, mes parents se présentaient. Ils étaient à l'heure, parfois en avance. Mon père emmenait Léa à l'école maternelle dans le SUV de Sylvie, et ma mère a commencé à préparer des petites boîtes à déjeuner avec des fruits découpés en forme de bonshommes et des petits mots disant « Passe la meilleure des journées ». Ils faisaient des efforts comme je n'en avais jamais vu. Pas quand j'étais enfant. Pas quand j'étais une mère célibataire en galère. Jamais. Sylvie gardait une liste de contrôle sur le frigo. Elle cochait chaque case, chaque jour. Mon père a appris à Léa à faire du vélo devant la maison. Elle est tombée 2 fois, a pleuré 1 fois, puis a crié de joie la 3e fois quand elle a réussi à tenir jusqu'au bout de l'allée. Ma mère tressait les cheveux de Léa tous les matins avant l'école et avait appris le nom de tous ses amis dès la 2e semaine. Ils se sont tous les deux tapés la Reine des Neiges pour la 7e fois sans se plaindre, ce qui en soi semblait être un miracle. Même ma sœur s'est impliquée. Elle a commencé à venir l'après-midi avec du matériel de loisirs créatifs et des puzzles. Elle restait tard pour aider à faire la vaisselle ou jouer avec Léa pendant que je me reposais. Un soir, elle a admis à demi-mot qu'elle avait été jalouse de toute l'attention que nos parents accordaient à ses enfants et du peu qu'ils m'accordaient. C'était la première chose honnête qu'elle me disait depuis des années. Je ne lui ai pas pardonné sur le champ, mais j'ai vu un changement. Ils essayaient tous, sincèrement, pour Léa et peut-être aussi pour eux-mêmes. Mais je ne me suis pas laissée aller au confort. Sylvie non plus. Elle gardait des traces de tout, notes, photos, journaux de bord quotidiens. Pas pour punir, mais pour s'assurer que personne n'oublie pourquoi tout cela avait commencé. Il n'y avait pas de bon point, juste un message constant et silencieux, vous voulez être une famille, alors agissez comme tel. Et ils agissaient comme tel. Puis est arrivé ce que je n'attendais pas. Un soir, Léa a trébuché dans le jardin en poursuivant le chaton et s'est écorché le genou. J'ai commencé à me lever du canapé, encore endolorie par l'opération. Mais avant même que je puisse bouger, mon père était déjà dehors. Il l'a prise dans ses bras, l'a calmée, a nettoyé son égratignure avec la trousse de secours et l'a rentrée en chantant une chanson absurde sur les petits ours courageux et les pansements magiques. Je suis restée assise à regarder, me rappelant toutes les fois où il m'avait fait sentir que j'étais trop dramatique, trop sensible, trop tout. Maintenant, c'était lui qui essuyait les larmes. Plus tard dans la nuit, Sylvie s'est assise à côté de moi pendant que Léa dormait. Le chaton était endormi à ses pieds. Elle m'a passé un dossier et a dit « Je pense qu'il est temps ». À l'intérieur se trouvait un acte de propriété. Une petite maison de ville dans un quartier calme en périphérie de la ville. Rien de tapac accent grave l'œil, mais propre, neuf et à moi, entièrement payé. Mon nom était dessus. Je n'ai pas pu parler pendant 1 minute entière. Sylvie m'a juste regardé et a dit « Chaque mère mérite un sol stable sous ses pieds. Fini le provisoire. Fini d'espérer que quelqu'un d'autre fasse ce qu'il faut. C'est ton nouveau départ. » Je crois que j'ai chuchoté un merci, je n'en suis même pas sûre. Elle n'avait pas fini. Elle a ajouté « Je vais m'effacer bientôt. Tu seras assez forte. Ils continueront à venir ou ils disparaîtront à nouveau. Mais cette fois,
ils ne pourront rien te prendre. Ni ta paix, ni ton enfant, ni ton avenir. Et elle le pensait vraiment. Pour la première fois, le chemin devant moi ne ressemblait pas à de la survie. C'était un commencement. Léa était en sécurité. Je guérissais. Et ma famille, aussi brisée qu'elle ait pu être, faisait enfin le travail nécessaire. Pas de discours, pas d'excuses vides, juste un effort réel au quotidien. Nous n'étions pas encore tout à fait guéris. Mais pour une fois, nous devenions quelque chose de meilleur. 2 semaines plus tard, j'ai quitté l'hôpital. Sylvie nous a conduites, Léa et moi, à la nouvelle maison. Elle avait déjà rempli le frigo, acheté des petites lampes et même accroché un carillon près de la porte d'entrée. Je ne lui avais rien demandé. Elle savait juste ce que cela ferait d'entrer dans une maison qui était vraiment la mienne. Pas de règles imposées, personne pour compter les points. Léa courait de pièce en pièce comme si c'était un château. Sa partie préférée n'était pas les jouets ou la grande fenêtre de sa nouvelle chambre. C'était la petite boîte aux lettres avec notre nom de famille dessus. Elle a crié, « Regarde maman, c'est vraiment notre maison. » Et c'était vrai. Les premiers jours ont été calmes, presque trop calmes. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais mes parents sont passés, pas sans prévenir, pas par obligation, mais avec des courses et les biscuits préférés de Léa. Ils sont restés 1 heure, ont fait un jeu de société, et sont partis sans tout ramener à eux. Puis ma sœur m'a envoyé un message pour demander si elle pouvait emmener Léa au musée pendant le week-end. Juste toutes les deux. Pas de culpabilité, pas d'attitude. Ils étaient présents. Encore un peu maladroits parfois, mais constants. Je ne pensais pas que c'était possible pour cette famille. Vraiment pas. Sylvie passait tous les 2 jours au début, puis de moins en moins. Elle a dit qu'elle voulait nous laisser de l'espace pour devenir ce que nous allions être sans qu'elle ait la main sur le volant. Mais la différence, c'est que je savais maintenant qu'elle n'était qu'à un coup de fil, et Léa le savait aussi. Le contrat était toujours en place. Sylvie le maintenait actif, mais personne n'avait enfreint de règles depuis. Un soir, mon père a demandé s'il pouvait accrocher un dessin dans la chambre de Léa. Un dessin qu'elle avait fait de nous tous, se tenant la main, avec des personnages en bâtons étiquetés maman, Léa, tata, papy, mamie, et même Milo le chaton. Je l'ai laissé l'accrocher. Il a même utilisé un niveau à bulles pour que ce soit parfait. Une autre fois, ma mère est arrivée avec un petit bracelet qui portait une initiale, le L de Léa. Elle a juste dit, c'était attendu depuis longtemps. Et elle m'a serré dans ses bras. Je ne sais pas ce qui les a changés. Peut-être la peur de tout perdre. Peut-être la pression de Sylvie. Peut-être le fait de voir à quel point ils étaient facilement remplaçables. Ou peut-être était-ce la première fois de leur vie que quelqu'un leur tendait un miroir et ne baissait pas les yeux quand ils n'aimaient pas ce qu'ils y voyaient. Quoi que ce soit, ça a fonctionné. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne le serons jamais, mais nous essayons. Tous. Léa s'épanouit. Je suis remise sur pied. Et mes parents, ils gagnent leur place un jour après l'autre. Et pour une fois, ils ne semblent pas s'en plaindre. Sylvie passe encore parfois, généralement sans prévenir, avec du bon café et un nouveau livre pour Léa. Elle ne parle jamais de ce qu'elle a fait pour nous. Elle n'en a pas besoin. Nous vivons dedans maintenant. C'est la preuve. Alors voilà, c'est l'histoire de la façon dont tout s'est brisé et comment une personne, une femme solide et droite, a fait en sorte que nous ne restions pas brisés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Vraiment, ça compte de partager cela et de savoir que quelqu'un, quelque part, pourrait comprendre. Et si vous avez ressenti quelque chose en lisant ceci, je vous serais reconnaissante de laisser un petit signe, juste pour que je sache que je ne suis pas seule.